Nous allons ici étudier les arguments de saint Augustin contre la notion sceptique de probable, c'est-à-dire de pitanone, que celui-ci développe dans son ouvrage contre les académiciens au livre 2 et qui font partie du dispositif par lequel il cherche à réfuter le scepticisme de la grande autorité pour lui qu'est Cicéron. Nous allons dans un premier temps développer voir comment saint Augustin développe son argumentation pour ensuite, dans un deuxième temps, la discuter. Donc tout d'abord, comment saint Augustin présente-t-il le critère sceptique du probable? C'est ce qu'il fait donc au livre 2 du Contre les académiciens, chapitre 5, paragraphe 12, dont vous avez ici une partie, par un raisonnement probable qu'ils appelaient aussi vraisemblable. Ils affirmaient que le sage ne délaissait aucunement ses devoirs dès l'instant qu'il avait un principe de conduite. Donc, il fait référence ici aux sceptiques académiciens. Ce que nous pouvons remarquer tout d'abord est que le critère du probable est présenté comme une réponse à l'argument de l'inaction. En effet, donc depuis Carnéade, les sceptiques maintiennent l'époquet, la suspension du jugement sur la vérité des propositions à cause de leurs arguments dirigés contre le critère de la connaissance, et en particulier le critère de la connaissance stoïcien. À la suspension sceptique du jugement, l'argument classique qui s'y oppose est celui de l'inaction, c'est-à-dire que si nous suspendons notre jugement sur tout, alors comment agir, puisqu'on ne peut pas agir sans adhérer à un certain nombre de propositions, un certain nombre de croyances, et donc le scepticisme serait tout à fait incompatible avec l'action. Donc à cet argument classique, je veux dire classique, que l'on pourrait opposer à la fois au personnage de Pyrrhon, qu'on décrivait comme partiellement inactif, et auquel vont ensuite répondre les sceptiques néo-pyrrhoniens, à cet argument, Carnéade répondait par un nouveau critère, le critère du pitanon, donc qui est traduit par probable par Cicéron. Le pitanon, le convaincant, c'est un critère que nous pouvons adopter pour agir, et tout en maintenant notre suspension du jugement concernant la vérité des propositions que nous allons trouver convaincantes et que nous allons de ce fait adopter au cours de notre action. Donc, première remarque, saint Augustin introduit le critère du probable comme réponse à l'argument de l'inaction. Et deuxième critère, deuxième remarque, saint Augustin va identifier probable et vraisemblable, c'est-à-dire que même s'il n'a pas la référence grecque en tête, il va adopter la traduction de pitanon, donc de crédible, en probable et vraisemblable. Donc cette traduction vient évidemment de Cicéron. Donc ici vous avez un extrait des académiques, du deuxième livre des académiques. Ils veulent qu'il y ait quelque chose de probable, ou pour ainsi dire vraisemblable, probabile, aliquid esse et quasi veri simili, et ils prétendent s'en servir comme d'une règle dans leur conduite, leur recherche et leur discussion. Que pouvons-nous apprendre ici? Donc, au départ, le terme grec de pitanon signifie ce qui entraîne la conviction, ce qui entraîne la croyance. Donc, ce qui est pitanon, c'est la fantasia, donc l'impression ou la représentation qui par elle-même s'impose à nous
et entraîne notre assentiment. Donc le terme de Pitanon est un terme qui s'applique à la représentation elle-même et qui implique une forme de passivité de l'âme, de passivité de l'esprit qui est entraînée par la représentation elle-même à assentir. Ce terme, Cicéron va choisir de le traduire essentiellement et la plupart du temps par probable, et probabile introduit une forme d'accentuation sur plutôt l'activité de l'esprit, l'activité de l'âme face à la représentation. La représentation probable, c'est celle que je peux probarer, c'est celle que je peux admettre, celle que je peux adopter. Et donc, cela implique une forme d'exercice critique, même s'il s'agit peut-être d'un exercice critique assez peu réfléchi, mais donc ça implique une nouvelle accentuation, une accentuation beaucoup plus sur l'activité de l'esprit, et d'autre part, l'autre traduction, la traduction donc par Weri similé, donc suivant les éditeurs, on va conserver le terme en deux mots ou il va devenir donc un adjectif écrit en un seul mot. Donc la vraisemblance, c'est-à-dire le fait que la représentation soit semblable ou vraie, ou soit jugée semblable ou vraie, donc ça entraîne encore une nouvelle couche de sens que nous allons discuter plus tard. Ensuite, que nous dit aussi Cicéron, ils prétendent s'en servir comme d'une règle dans leur conduite, donc ce qui vient en premier comme justification de ce nouveau critère sceptique. Donc le critère du Pitanon, donc c'est la réponse à la question de l'action, mais aussi donc un critère dans leur recherche et leur discussion, c'est-à-dire que le Pitanon s'impose comme un critère de vérité, de substitution. On pourrait dire non pas un critère de vérité, puisque les sceptiques estiment qu'il est impossible d'atteindre le vrai, mais comme un critère de vérité de ce qui apparaît vrai, donc un critère de substitution lorsque la question de la vérité se pose, et donc en particulier dans les recherches théoriques. Le critère du Pitanon, donc le critère du probable, est ce qui va permettre aux sceptiques d'adopter une réponse, même dans le cadre de recherches théoriques, tout en maintenant sa suspension du jugement concernant la vérité de la proposition à laquelle il va adhérer. Effectivement, l'aspect théorique de l'usage du Pitanon, de l'usage du probable, est particulièrement important pour Cicéron, puisque c'est ce qui va entraîner chez lui l'adoption d'une méthode d'écriture, par exemple dans le traité de la nature des dieux. Le premier livre est consacré à l'exposition de la doctrine épicurienne et sa réfutation par le personnage sceptique de Cotta. Le deuxième livre est consacré à l'exposition de la doctrine stoïcienne. Le troisième livre à sa réfutation par le personnage sceptique de Cotta. Et à la fin, Cicéron va chercher à déterminer ce qui, pour les uns et les autres, apparaît comme vrai, et en particulier ce qui à lui apparaît comme probable, c'est-à-dire sa conclusion va être que ce qui lui apparaît comme probable est plutôt la position stoïcienne. Donc là, nous voyons qu'il s'agit d'une discussion qui porte sur la nature des dieux, donc il ne s'agit pas d'une discussion directement pratique, et pour autant on
on adopte comme critère épistémologique de substitution ce critère du probable qui permet de maintenir néanmoins la suspension sceptique du jugement concernant la vérité. Nous allons comprendre par la suite comment cela est possible. Donc ce tableau rappelle simplement et fait la synthèse de ce que nous venons de dire. Venons-en maintenant à l'objection augustinienne telle qu'elle est formulée dans un premier temps, l'objection qui est dirigée donc directement contre le vraisemblable, donc c'est-à-dire contre le critère sceptique dans la mesure où il est compris comme un critère de vraisemblance. Donc cette objection est formulée toujours au livre 2 du Contre les académiciens, chapitre 7, paragraphe 16. Si quelqu'un ayant vu ton frère affirme qu'il ressemble à ton père, qu'il ne connaît aucunement, ne sera-ce pas à tes yeux folie ou stupidité? Donc ici, saint Augustin part d'un exemple. On ne peut pas juger d'une ressemblance particulière si on n'a pas une connaissance du paradigme de cette ressemblance. Donc on ne peut pas juger de la ressemblance d'une personne à une autre si on ne connaît pas de façon sûre et certaine l'aspect de la personne à laquelle donc la première est censée ressembler. Donc nous comprenons assez bien cet exemple, mais saint Augustin n'explicite pas la façon dont il pense pouvoir le transposer au domaine du vraisemblable, donc au domaine de la vérité en général. Il me semble que la transposition peut être la suivante. On a donc au départ deux propositions, P et P', dont l'une, par exemple, P, joue le rôle de paradigme par rapport à P'. Et saint Augustin voudrait dire que on ne peut juger de la vraisemblance de P', c'est-à-dire du fait que sa valeur de vérité ressemble au vrai, que si on connaît de façon définitive la vérité de P. Par exemple, je ne peux juger qu'il est vraisemblable qu'il fasse beau dans la journée du fait que je sais, sans ambiguïté, qu'il fait beau ce matin. Donc, à ce moment-là, le temps de ce matin fait office de paradigme, et ce temps, je le connais, et je sais donc de façon certaine que ce matin, il fait beau, et je peux penser qu'il existe un rapport de paradigmatique entre le temps qu'il fait ce matin et le temps qu'il fera cet après-midi. Et donc à ce moment-là, je peux juger du fait que eh bien, le temps qu'il fera cet après-midi, vraisemblablement, sera le même que celui qu'il fait ce matin, et donc il fera beau. Donc dans l'usage courant du terme de vraisemblable, alors un usage qui n'est devenu courant finalement que grâce tout d'abord à Cicéron, mais surtout en fin de compte à saint Augustin et à l'usage qui viendra après. Donc dans l'usage courant du terme de vraisemblable, nous pouvons dire que c'est assez acceptable. Cependant, si on se réfère à l'usage étymologique, qui est celui de saint Augustin, un problème se pose. Autrement dit, il me semble que lorsque nous utilisons le terme de vraisemblable, nous l'utilisons plus ou moins dans le sens de probable.
Mais ici, dans son argument, Cicéron s'attaque à la notion de vraisemblable à partir d'une analyse étymologique, c'est-à-dire en comprenant vraisemblable comme ce qui est semblable au vrai. Et à ce moment-là, un problème, me semble-t-il, se pose. En effet, comment la valeur de vérité d'une proposition, si on accepte le principe du tiers exclu, peut-elle plus ou moins ressembler à une autre? Autrement dit, la proposition P qui sert de paradigme dans cette relation donc de similarité et de similarité au vrai, donc cette proposition est soit vraie, soit fausse. Et la proposition P', donc par rapport à laquelle on va la comparer, donc qui va être comparée à elle, excusez-moi, donc cette proposition P', elle aussi est soit vraie, soit fausse. Comment le vrai peut-il ressembler au vrai? Soit le vrai est identique au vrai, soit il est absolument différent du faux, mais comment pourrait-on concevoir que le vrai ressemble ou ne ressemble pas au vrai ou au faux? Tout cela semble assez difficile à admettre. C'est pourquoi la ressemblance dont il est question, ce n'est pas la ressemblance de la valeur de vérité de la proposition, mais la ressemblance de la proposition elle-même. C'est-à-dire que je vais juger comme étant ressemblante au vrai une proposition qui ressemble, alors par un rapport paradigmatique qu'il s'agit de spécifier, hein, qui peut être un rapport d'analogie, un rapport de contiguïté, que sais-je. Donc, c'est parce qu'on juge que la proposition P' par elle-même ressemble à la proposition P qui est vraie, que on va à ce moment-là juger que celle-ci est vraisemblable. Donc si je résume, le rapport de vraisemblance ou de similitude à la vérité qui peut être ici visé n'est pas un rapport de similitude des valeurs de vérité elles-mêmes parce que ce serait absurde, mais c'est un rapport de similitude des propositions entre elles. Mais les interlocuteurs d'Augustin dans le Contre les académiciens ne vont pas accepter cette argumentation sans chercher à répliquer. Nous arrivons donc maintenant à ce moment où ils vont mettre en œuvre un certain nombre de résistances à l'égard de l'argumentation augustinienne. Tout d'abord, Trigesius. Alors, juste après avoir développé ou avoir énoncé l'argumentation, enfin l'exemple qui sert donc d'argument à Saint-Augustin, donc l'exemple de la ressemblance entre un individu et un autre. Donc Saint-Augustin et Licentius vont nourrir cet exemple, et en particulier Saint-Augustin va dire ne serait-il pas absurde que quelqu'un qui ne connaît pas ton frère juge simplement par le bruit public, c'est-à-dire par le on-dit du fait que un tel individu ressemble à ton frère alors qu'il ne sait pas de quoi ton frère a l'air. Et donc ici est introduit un nouvel élément qui est celui de la conformité à l'opinion générale, à l'opinion publique, et que ce serait donc cette conformité à l'opinion publique qui pourrait conduire
un individu à juger de la ressemblance d'une personne à une autre qu'il ne connaît pas. Mais cela n'en serait pas moins tout à fait indéfendable du point de vue de saint Augustin, car effectivement, de son propre point de vue, connaître, c'est d'abord connaître en première instance et non pas connaître simplement en suivant l'opinion, sauf si celle-ci émane d'une autorité, mais il faut un certain nombre de critères pour juger de la validité de cette autorité, critères qu'il va développer dans son ouvrage de l'utilité de croire. Donc, Licentius et saint-Augustin développent cet exemple et Trigetius intervient pour leur signaler qu'ils sont en train de dériver un peu trop loin et d'être injustes à l'égard des sceptiques. Et je vous lis ici le début du paragraphe 20. La prudence des académiciens me paraît très différente de la stupidité de l'individu dont tu as parlé, car c'est par le raisonnement qu'ils obtiennent ce qu'ils considèrent comme le vraisemblable, tandis que ton homme a adopté sottement le bruit public dont l'autorité est au-dessus de tout. Donc, ici, Trigetius rappelle aux différents interlocuteurs qu'ils sont en train, en quelque sorte, de construire un homme de paille, c'est-à-dire que lorsque les sceptiques adoptent une position comme probable, ils ne l'adoptent pas simplement d'une façon spontanée ou irrationnelle, mais ils l'adoptent après l'examen des divers arguments, hein, comme nous le voyons, et bien, par exemple, chez Cicéron dans le traité de la nature des dieux. Et donc, ce serait prêter aux sceptiques une position bien naïve et bien irrationnelle. Cependant, Trigetius ne donne pas d'argument qui permettrait de répondre à l'argument augustinien. Alypius va intervenir un peu plus loin, donc au paragraphe 24, et va reprocher à saint Augustin de trop s'attacher aux mots, c'est-à-dire de former un argument à partir du terme même de vraisemblable, alors même que ce n'est pas, c'est le mot qui est attaqué et non pas la position philosophique elle-même. Je vous lis ici le passage. Et je sais bien, puisque c'est de toi que je les tiens, que les opinions des académiciens ne te sont pas inconnues. Si donc, comme je l'ai dit, tu les as gravées dans ton esprit, je ne vois pas pourquoi tu t'attacherais aux mots. Et donc, ici, Alypius sent bien qu'il y a un problème à non seulement peut-être traduire le critère sceptique par vraisemblable, mais de formuler l'argumentation à partir de l'étymologie elle-même de ce critère. Ces résistances, qui ne sont pas de vraies objections, conduisent néanmoins saint Augustin a proposé une nouvelle formulation, une formulation qui cherche à montrer qu'il est possible de définir le critère sceptique sans se référer directement à cette idée d'une similarité avec le vrai. C'est ce que nous trouvons donc au paragraphe 26. Les académiciens appellent probable ou vraisemblable ce qui peut engager à agir sans assentiment. Donc ici, le critère du probable ou du pitanone est défini uniquement par rapport à l'action, et donc le probable devient la représentation, l'impression qui
nous conduit à agir sans pour autant entraîner un assentiment à l'égard de sa vérité ou de sa fausseté. C'est effectivement une définition ou une approche du critère du probable que nous trouvons chez les sceptiques. En effet, pour les sceptiques, l'impulsion ne requiert pas l'assentiment. Donc ici, j'ai résumé une thèse centrale que vous pourrez retrouver dans les passages qui sont ici notés. Alors, qu'est-ce que l'impulsion, l'ormet? L'impulsion est une notion que nous trouvons donc, à l'origine dans le scepticisme. L'impulsion est une représentation ou impression, une fantasia, mais c'est une classe particulière de fantasiae, d'impression. C'est une fantasia qui nous pousse à l'action. Comme vous le savez, toutes les représentations, toutes les fantasiae pour les stoïciens chez l'être humain adulte sont liées à une proposition, à une nature propositionnelle. Et donc certaines d'entre elles présentent des propositions qui nous poussent à agir. Par exemple, il faut que je fasse à manger. Donc cette représentation, d'un point de vue stoïcien, est une ormée, une impulsion. Du point de vue stoïcien, en principe, pour me mettre à agir, pour entreprendre l'action, il va falloir que dans un deuxième temps, mon âme donne son assentiment à cette impulsion, à cette ormée. Et c'est lorsque j'aurai donné mon assentiment que je vais alors me mettre à agir. Et donc, c'est une façon de formuler envers les sceptiques l'argument de l'inaction. En effet, si pour agir, il faut donner son assentiment à une impulsion, alors les sceptiques qui ne donnent leur assentiment à aucune représentation, à aucune fantasia, puisqu'ils suspendent leur jugement sur le vrai et le faux, ne vont pouvoir donner leur assentiment à aucune représentation hormétique, donc à aucune impulsion, et donc ne vont jamais pouvoir agir. La réponse des sceptiques a été que les impulsions peuvent avoir une influence sur notre âme, peuvent entraîner l'action sans pour autant requérir l'assentiment. Et ils mettent en avant des types d'impulsions qui entraînent des réactions spontanées en l'âme. Et ce sont même des impulsions que les stoïciens pouvaient admettre. Et donc ce sont par exemple toutes ces impulsions qui entraînent en nous des formes de réactions réflexes, de réactions automatiques, sans pour autant donc, que celles-ci requièrent un assentiment, c'est-à-dire que ce sont des réactions réflexes et automatiques qui vont se manifester avant même que l'âme, de façon volontaire, de façon consciente, n'ait donné son assentiment. Ce sont par exemple toutes les réactions émotionnelles. Pour les stoïciens, le sage, même s'il est sage, va dans un premier temps avoir les mêmes réactions que les insensés, par exemple dans une situation d'urgence. En cas de naufrage, eh bien, le sage va avoir peur, voire connaître peut-être des moments de panique,
Pourquoi? Parce que des représentations se présentent à son âme, et ce sont des représentations qui entraînent l'action, et ceci de façon spontanée, donc même sans assentiment. Seulement le sage, du point de vue des stoïciens, par rapport à l'homme du commun, va être capable beaucoup plus rapidement de reprendre la main sur ces représentations et de faire en sorte à ne pas donner son assentiment aux représentations fausses et d'en admettre dans son âme que les représentations vraies, et donc de recouvrer plus facilement son calme. Mais les sceptiques, eux, s'engagent dans cette faille et finalement admettent que l'existence de ces représentations qui entraînent, avant même tout assentiment, une forme d'action dans l'âme est beaucoup plus large peut-être que ce que les stoïciens admettent, et donc on peut tout à fait admettre l'existence de représentations impulsives, de représentations de fantasia hormeticae, donc de représentations ou d'impressions hormétiques qui vont s'imposer en l'âme, qui vont entraîner spontanément l'action, et ceci sans pour autant requérir d'elle un assentiment concernant la vérité, leur vérité ou leur fausseté. À partir de là, le critère du pitanon est un critère qui apparaît comme compatible avec l'action et avec l'époquet et avec la suspension du jugement. Licentius va alors reprendre l'objection augustinienne et la reformuler, et ceci dans le paragraphe 27 du livre 2 du Contre les académiciens. Rien ne me paraît plus absurde que de dire que l'on suit le vraisemblable lorsqu'on ignore le vrai. Qu'on me demande en effet si l'état du ciel ne prépare pas de pluie pour demain. Je répondrai que ce n'est pas vraisemblable parce que j'estime que je puis connaître la vérité. Cet arbre-ci, je sais qu'il ne peut subitement devenir un arbre d'argent. Et il y a beaucoup de choses du même genre que j'affirme vraies sans témérité et auxquelles je vois que ressemblent celles que j'appelle vraisemblables. Et donc ici, Licentius cherche à préciser quels sont les éléments entre lesquels s'établit le rapport de similarité dans la notion de vraisemblable. Et ce qui est ici introduit par lui est que cette relation de similarité est introduite entre différents états cognitifs. Il existe un état cognitif qui est l'état cognitif de l'âme qui connaît le vrai et sait qu'elle connaît le vrai de façon certaine. Et c'est cet état cognitif qui joue le rôle de paradigme par rapport auquel elle va pouvoir comparer tous les autres états cognitifs. Et donc lorsque l'âme se prononce par rapport à un état de fait, par rapport à une proposition en disant qu'elle est vraisemblable, en fin de compte, ce qu'elle compare, ce n'est pas la proposition, ce n'est pas la valeur de vérité, non, ce n'est pas la proposition, mais c'est son état cognitif. Elle sait qu'elle est dans un état cognitif qui ressemble à celui qu'elle possède lorsqu'elle sait qu'une chose est vraie et lorsqu'elle sait qu'elle le sait de façon certaine. Et donc, le vraisemblable est l'état cognitif dans lequel se trouve l'âme lorsqu'elle se compare elle-même à l'état dans lequel elle est lorsqu'elle connaît le vrai. Ici,
nous pouvons dire que Licentius a proposé une formulation beaucoup plus claire de l'argument de départ. Maintenant, en quoi consiste-t-il? Eh bien, effectivement, si ce que je compare lorsque je parle de vraisemblable, c'est mon état cognitif présent par rapport à l'état cognitif paradigmatique qui est celui de la connaissance de la vérité, bien évidemment, eh bien, les sceptiques qui estiment qu'ils n'ont jamais éprouvé l'état cognitif de connaissance du vrai, puisqu'ils suspendent au contraire leur jugement concernant la vérité et la fausseté, et bien à ce moment-là, évidemment, les sceptiques seraient tout à fait inconséquents à pouvoir revendiquer un état cognitif de vraisemblance alors même qu'ils n'ont aucun paradigme pour juger de l'état cognitif de connaissance du vrai. Nous avons donc vu et explicité comment saint Augustin et ses interlocuteurs à Cassisiacum développent l'argument contre la notion de vraisemblable prêtée aux sceptiques académiciens. Nous allons chercher maintenant à évaluer leur argumentation et donc à la discuter un peu. Tout d'abord, la discussion portera sur le niveau historique, autrement dit, Cicéron et saint Augustin qui l'a suivi de près, on pourrait même dire qu'il a radicalisé, Cicéron a-t-il eu raison de traduire Pitanon, donc ce qui est convaincant, par veri simile? Alors il faut signaler que lorsque Cicéron opère cette traduction, il prend celle-ci véritablement au sérieux. Et cela, nous pouvons le voir par exemple dans ce passage des académiques. Nos discussions n'ont pas d'autre but en exposant et en écoutant le pour et le contre, donc là il s'agit bien de sa méthode sceptique, que d'attirer et pour ainsi dire extirper quelque chose de vrai ou qui approche le plus possible de la vérité. Et donc, ici, nous voyons que Cicéron comprend le probable comme une approximation de la vérité. Et donc, comme la recherche de quelque chose qui ressemble au vrai. Évidemment, nous pourrions faire à Cicéron les mêmes objections que nous avons faites à saint Augustin. Que peut-il vouloir dire exactement? Mais sans doute que l'interprétation la plus cohérente est celle qui correspondrait à la reformulation de Licentius, c'est-à-dire que ce que nous recherchons, c'est un état cognitif qui ressemble le plus à ce que nous estimons être l'état cognitif de connaissance de la vérité. Mais évidemment, cela poserait encore d'autres problèmes, puisque on pourrait lui rétorquer que cet état cognitif de connaissance de la vérité, il ne l'a par définition jamais connu puisqu'il est sceptique, mais nous verrons quelle pourrait être la réponse sceptique possible. Donc, pour juger de la validité de cette traduction, nous allons maintenant revenir sur la conception
sceptiques de l'impression convaincante, la fantasia pitane, hein, qui est le critère donc du pitanon, du convaincant, selon les sceptiques académiciens. Bon. Ici, j'ai écrit des références dont vous trouverez des scans sur Moodle. Donc, dans ce passage de Sextus Empiricus, donc, qui rapporte la théorie académicienne, nous pouvons distinguer donc deux niveaux. Donc, nous pouvons juger de la fantasia, de l'impression, soit tout d'abord relativement à l'impresseur. Donc, relativement à l'impresseur, celle-ci est soit vraie, soit fausse. Donc, l'impresseur, c'est-à-dire l'objet extérieur ou la réalité extérieure qui est la cause de l'impression. Donc, l'impression dans son rapport à l'impresseur est soit vraie, soit fausse. Si elle est vraie, cela veut dire que celle-ci est en accord avec l'impresseur, symphonos, et bon, l'inverse, bien évidemment, si elle est fausse. Et donc, nous pouvons remarquer que les sceptiques ont une certaine conception de la vérité, et nous pourrions dire une conception de la vérité comme correspondance entre l'impresseur et l'impression. Mais cependant, comme ils sont sceptiques concernant la vérité, donc concernant le rapport entre la représentation et l'impresseur, ou entre donc l'impresseur et l'impression, eh bien, les sceptiques suspendent leur jugement, pratiquent l'époque. Autrement dit, les sceptiques adoptent une certaine conception générale du vrai et du faux, mais lorsqu'il s'agit des fantasiae particulières, des représentations, des impressions particulières, ils suspendent leur jugement concernant leur valeur de vérité, c'est-à-dire concernant la question de savoir si elles sont vraies ou fausses. Cependant, une impression peut également être considérée dans sa relation à l'impressionné. L'impressionné est l'âme, le sujet. Et donc, ce que l'on va juger maintenant, ou ce que l'on va considérer maintenant, c'est l'effet que la représentation a sur l'âme, mettant en quelque sorte entre parenthèses la relation qu'elle peut avoir à sa cause extérieure, c'est-à-dire à l'impresseur. Donc lorsque nous considérons les impressions en elles-mêmes relativement à l'effet qu'elles ont sur nous, alors tout d'abord nous avons des impressions qui sont non convaincantes. Et qu'est-ce qu'une impression non convaincante? C'est une impression qui ne m'apparaît pas vraie. Donc une impression non apparemment vraie. À côté des impressions non convaincantes, nous aurons donc les impressions convaincantes, et ce sont les impressions convaincantes qui vont constituer le critère de vérité. Donc, nous avons tout d'abord l'impression, donc je dirais, qui est simplement convaincante. Et qu'est-ce qu'une impression convaincante? C'est une impression qui m'apparaît vraie, phainomene aletes. Mais les sceptiques n'adoptent pas comme critère simplement l'impression convaincante. Ils vont également, à partir de ces impressions convaincantes, adopter d'autres critères de discrimination, et ceci suivant la situation. Il faut considérer également comme critère les impressions convaincantes et qui ne sont ébranlées par rien, c'est-à-dire qui n'entrent pas en contradiction avec d'autres impressions convaincantes en nous. Donc c'est le deuxième critère, l'impression convaincante et non ébranlée par rien.
Donc c'est en quelque sorte, soit nous nous trouvons dans une circonstance de la vie où nous pouvons nous guider uniquement sur les impressions, l'impression qui nous apparaît immédiatement convaincante, soit nous sommes dans une situation un peu plus difficile et à ce moment-là, il faut évaluer entre quel est le rapport entre cette impression et d'autres impressions convaincantes que nous pouvons éventuellement admettre, et donc choisir l'impression convaincante qui n'est ébranlée par rien, qui n'est ébranlée par aucune autre. Dans d'autres circonstances encore, peut-être nous faut-il également non pas simplement admettre l'impression convaincante de façon globale, mais également admettre l'impression convaincante, non ébranlée par rien, mais qui est examinée en détail. On peut prendre l'exemple de l'individu qui entre dans une pièce, qui voit une corde enroulée et qui pense qu'il s'agit d'un serpent. Il n'adoptera comme critère que l'impression convaincante qui n'est ébranlée par rien, mais en plus qui sera examinée en détail, car c'est en examinant en détail qu'il pourra ensuite agir. Donc, pour répondre à la question, Cicéron a-t-il eu raison de traduire Pitanon convaincant par vraisemblable, par donc ce qui ressemble au vrai? Bon, si nous prenons l'expression au sens littéral, nous pouvons dire que non, parce que les sceptiques académiciens, donc dans la tradition grecque, n'employaient pas de termes qui impliquent une ressemblance au vrai, mais simplement un apparaître vrai. C'est-à-dire ce qui est convaincant, c'est ce qui nous paraît vrai, mais il ne se prononçait pas sur la question de savoir si ce qui nous paraît vrai ressemble ou non au vrai. Hein, simplement, il nous paraît vrai. Néanmoins, nous voyons que leur définition du Pitanon implique un certain rapport au vrai. Et que la question de ce rapport au vrai qui est inclus dans la notion même de Pitanon est elle-même problématique. C'est-à-dire, comment pouvons-nous admettre ce qui nous apparaît vrai alors même que nous suspendons notre jugement sur la valeur de vérité de ce qui nous apparaît vrai, c'est-à-dire le fait de savoir si ce qui nous apparaît vrai, donc ce qui nous apparaît comme convaincant, est effectivement vrai ou faux. Nous arrivons donc à la discussion proprement philosophique qui va envisager la question de savoir si on peut définir le convaincant sans qu'il soit question de ressemblance au vrai. Effectivement, en fin de compte, si nous nous souvenons de la reformulation que saint Augustin avait donnée du probable, nous avions vu qu'il avait défini le probable de façon purement subjective comme ce qui nous pousse à l'action sans assentiment. Les académiciens appellent le probable ou vraisemblable ce qui peut nous engager à agir sans assentiment. Et en fin de compte, ici, saint Augustin avait produit une définition du Pitanon, ou une définition du probable, qui élimine tout rapport au vrai, toute référence au vrai. Mais visiblement, ce n'était pas le cas de Carnéade, dans le texte de Sextus que j'avais donné en référence auparavant, puisque Carnéade ne s'est pas limité à cette définition purement subjective. Et pourquoi ? Eh bien parce que
Le pitanon, le probable, n'est pas un simple critère d'action, mais c'est aussi un critère de vérité, dans le sens où c'est lui qui permet de répondre à des questions philosophiques, tout en maintenant la suspension du jugement sur la vérité ou l'erreur objective de nos réponses, comme cela apparaît donc dans le fragment de Long et Sedley 69i, dont vous aurez le scan sur Moodle. Donc, plus qu'un critère d'action, le pitanon, le probable, est aussi un critère de vérité, mais pour dire les choses de façon plus exacte, c'est un critère d'apparence de vérité, un critère de vérité phénoménale, parce que effectivement, on se prononce uniquement sur ce qui nous apparaît vrai, tout en maintenant euh, euh, la suspension du jugement concernant la vérité de cette apparence. Cependant, dans une apparence de vérité, il y a bien une référence à la vérité. Or, comme nous l'avons vu, les académiciens partent bien d'une conception de la vérité, et une conception de la vérité identique à celle de leur adversaire stoïcien, la vérité comme correspondance symphonia entre l'impresseur et l'impressionné. Non, entre l'impresseur et l'impression. Et donc, à ce moment-là, ils ont à répondre à une objection qui avait déjà été formulée par Cicéron. Mais quelle est cette règle du vrai et du faux, c'est-à-dire le probable, si nous n'avons aucune notion du vrai et du faux pour la raison qu'ils ne se peuvent distinguer? L'objection de Cicéron est la suivante. S'il n'y a pas de moyen de distinguer le vrai du faux comme les sceptiques, comment les sceptiques peuvent-ils même avoir une notion de vérité, notion qui leur est indispensable pour juger de ce qui leur apparaît comme vrai? Cette notion, d'où leur vient-elle? Les sceptiques ne reprennent-ils pas, de façon dogmatique et sans le savoir, la notion de vérité? Donc c'est un argument qui mérite une réponse. Donc c'est un argument qui est formulé par les adversaires des sceptiques. Et donc Cicéron lui-même, qui se pose comme un sceptique académicien, va répondre toujours au livre des académiques, au paragraphe 111. Et il répond en affirmant que les académiciens ne remettent pas en cause l'existence de la vérité, et donc la distinction entre les représentations vraies et les représentations fausses, tout en estimant que même si cette différence entre le vrai et le faux existe, l'âme humaine est telle qu'elle ne peut pas savoir si chaque représentation particulière est vraie ou fausse, et donc elle doit à leur propos suspendre son jugement. Mais si l'on estime qu'il est impossible de distinguer le vrai du faux pour chaque représentation particulière, d'où vient la distinction notionnelle que les sceptiques adoptent pour formuler leur doctrine? Et en particulier, ne considèrent-ils pas cette notion du vrai, cette distinction entre le vrai et le faux, comme symphonia, ne la considèrent-ils pas comme vraie? Ne sont-ils pas obligés de la considérer comme une connaissance et donc comme une exception à l'époquer à la suspension du jugement? Donc cette objection est une objection tout à fait pertinente. Cherchons maintenant à envisager quelle pouvait être la réponse possible des sceptiques, puisque nous ne trouvons pas de réponse claire dans les textes. Eh bien, les sceptiques auraient pu répondre que cette distinction est une distinction qui nous vient de l'expérience de la vie et de l'action, mais que
la réflexion philosophique nous conduit à suivre ces représentations qui apparaissent vraies, tout en maintenant l'hypothèse relativement à leur adéquation, à leur impresseur, relativement à leur adéquation au réel. Quant à la vérité de la distinction entre le vrai et le faux, et quant à la vérité de la définition que nous en donnons, donc la définition du vrai comme symphonia, pour être cohérent, les sceptiques peuvent tout à fait estimer qu'ils n'ont pas besoin de leur donner leur assentiment, mais simplement de l'admettre comme une vérité apparente, c'est-à-dire comme probable. Autrement dit, il est probable qu'il faille distinguer entre le vrai et le faux dans le sens où les sceptiques le distinguent, c'est-à-dire dans le sens d'une symphonia ou d'une absence de symphonia, et dans ce cas-là, il est probable qu'il soit impossible de les atteindre. Nous maintenons bien la distinction entre le vrai et le faux, mais nous la maintenons à titre de probable, et nous fondons sur cette probabilité, nous arrivons ensuite, en suivant l'argumentation sceptique, par exemple celle des indiscernables, de considérer comme probable le fait qu'il soit impossible d'atteindre une vérité et donc qu'il faille suspendre notre jugement. Sextus avait fait au début des esquisses pyrrhoniennes des académiciens, des dogmatiques négatifs qui estiment qu'il est impossible d'atteindre le vrai et donc que cette proposition elle-même est une vérité, est une connaissance, une certitude qui clôt la recherche. Mais il faut bien faire attention à comprendre que Sextus s'inscrit dans le cadre d'une polémique et que la doctrine des sceptiques académiciens ne peut pas elle-même être avancée comme une certitude, mais qu'elle ne peut être avancée de façon cohérente qu'en se donnant elle-même le statut d'une probabilité, c'est-à-dire d'une vérité apparente. Et donc, pour formuler de façon cohérente la position académicienne, il faudrait dire qu'il est probable donc que le vrai se définisse par l'accord entre l'impresseur et l'impression, donc par la symphonia, et qu'à partir de là, il est probable qu'il soit impossible d'atteindre le vrai. Et d'ailleurs, Licentius et Alipius, dans le Contre les académiciens, livre 2, sont tout à fait conscients du statut simplement probable que de façon cohérente, les sceptiques doivent donner à leur propre formulation, à leur propre doctrine, entre guillemets, parce que il ne peut pas s'agir de dogma, donc de doctrine au sens propre, donc on va dire de leur propre formulation. Et ici, je prends la fin du paragraphe 16 que je vous lis. Ainsi dis-je, les nouveaux académiciens ont un faveur, donc Augustin s'adresse à Licentius. Au plus haut point, répondit Licentius, ils te paraissent donc dire la vérité. Donc ici, effectivement, nous voyons la question se pose de celle de la paraître vraie. Il était sur le point d'en convenir lorsqu'un sourire d'Alipius lui inspira plus de prudence et le fit hésiter un instant. Alors répète, dit-il, ta petite question. Est-ce la vérité, dis-je, que disent à ton avis les académiciens? Licentius répond. De nouveau il se tut longuement, puis que ce soit la vérité, dit-il, je l'ignore. Toutefois, c'est probable, car je ne vois pas que je puisse accorder davantage. Licentius et Alipius ont bien compris que lorsqu'on veut exposer la position sceptique de façon cohérente, il faut maintenir la suspension du jugement concernant la vérité de ce que l'on avance,
tout en adoptant celle-ci uniquement comme probable, c'est-à-dire simplement comme une vérité apparente. Tirons maintenant un petit bilan de l'argumentation augustinienne contre la notion de probable et de vraisemblable au livre 2 contre les académiciens. Nous pouvons dire que l'objection du vraisemblable est un peu simpliste et facilement réfutable pour des sceptiques aguerris. Néanmoins, elle pose une question pertinente qui est la question du rapport du scepticisme à la vérité. En effet, un rapport déceptif à la vérité reste un rapport à la vérité. Mais pour saint Augustin, un rapport déceptif à la vérité est tout à fait incompatible avec la sagesse, avec le bonheur, avec la vie même. Voilà pourquoi il faut entreprendre dans un premier temps de réfuter le scepticisme.